Les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là le comparer à l'islam. Donc vous voyez, vous allez qu'à voir la rue, hein, les vêtements, les femmes, les boutiques, on voit bien. Le grand remplacement, on le voit là. Il est simple, il est évident, il crève les yeux. Discriminer, c'est choisir. Discriminer, c'est sélectionner. Discriminer, c'est la liberté. Peut-on espérer rassembler les Français en tant que président de la République après plusieurs condamnations justement pour provocation à la haine? La République, chère Madame Schiappa, je vous le répète, c'est l'assimilation. Ce n'est pas le multiculturalisme. On ne vient pas comme on est, ce n'est pas McDonald's. Éric Zemmour divise. Il divise tellement qu'on se retrouve avec deux camps farouchement opposés. D'un côté, il y a les fans d'Éric Zemmour, qui sont littéralement fous de lui. Ils y voient quelqu'un qui ose dire les choses, même si elles ne sont pas politiquement correctes, qui ose parler des véritables enjeux pour notre avenir, et qui ose remettre à leur place cette bande de wokistes stupides, qui disent des idioties à longueur de journée, et qui mettent en péril notre civilisation. Pourtant, de l'autre côté, il y a de nombreux scientifiques, politiciens et créateurs de contenu qui disent qu'ils manipulent l'histoire pour faire fantasmer une France qui n'a jamais existé, qu'il est raciste et misogyne ou encore que ce n'est qu'un menteur qui joue avec la peur des gens pour se faire élire. Mais alors, au milieu de ce capharnaüm médiatique, qui a raison? Éric Zemmour est-il un dieu venu sur Terre pour tous nous sauver? Ou au contraire, un dangereux personnage qu'il faut boycotter? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on décortique, grâce à ce fabuleux outil qu'est la science, deux de ses principales thèses. La première étant qu'on va bientôt se faire grand remplacer, et la deuxième que c'était mieux avant. Je tiens à préciser que mon but n'est pas d'être neutre. Je vais prendre parti sur ces deux opinions que défend Zemmour. Par contre, je vais faire tout mon possible pour rester objectif, et vous présenter un raisonnement qui s'appuie sur des bases solides. Alors, est-ce que ce que dit Zemmour tient la route? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo. Analyse 1. Le grand remplacement. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Le grand remplacement, c'est quoi? Le grand remplacement, c'est une théorie qui a été formulée pour la première fois par un écrivain d'extrême droite qui s'appelle Renaud Camus, et qui, par la suite, a été popularisé, entre autres, par Éric Zemmour. En gros, le grand remplacement se repose sur deux thèses. Premièrement, la religion et la culture chrétienne sont en train de se faire remplacer par une religion et une culture islamique. Deuxièmement, des personnes blanches sont en train de se faire remplacer par des personnes non blanches. Selon Renaud Camus, ce processus conduirait à un changement de civilisation soutenu, voire organisé par une élite politique, intellectuelle et médiatique qu'il appelle les remplacistes. Toujours selon lui, les remplacistes maintiendraient une sorte de conspiration du silence qui serait motivée soit par de l'idéologie, soit par des intérêts économiques. Par la suite, la théorie du grand remplacement a surtout été popularisée par l'extrême droite française. Et le discours de Renaud Camus a parfois été jugé de complotiste par certains membres du Rassemblement national, dont Marine Le Pen elle-même. Mais est-ce qu'on est vraiment en train de se faire remplacer par les Noirs et les Arabes? Est-ce que la France sera à moitié musulmane en 2050? Bon, il va falloir qu'on reprenne les bases. Déjà, qu'est-ce qu'un immigré? Alors, selon l'INSEE, un immigré, c'est une personne née étrangère à l'étranger et qui maintenant réside en France. Ce qui veut donc dire que même si cette personne a entre-temps obtenu la nationalité française, elle reste un immigré. Aujourd'hui, la France compte environ 10% d'immigrés, ce qui est la plus grande proportion depuis un sacré bout de temps. Mais en plus de ces 10% d'immigrés, la France compte aussi 10% d'enfants immigrés et 10% de petits-enfants d'immigrés. Ce qui fait donc que 30% de la population a un lien avec l'immigration sur 3 générations. Mais de quel pays viennent ces 30% de la population? Eh bien, 47% d'entre eux viennent d'Europe, 43% d'Afrique et 10% du reste du monde. En revanche, même si avant la majorité des nouveaux migrants qui arrivaient en France étaient européens, plus de 3/4 l'étaient en 1970. Aujourd'hui, la majorité des nouveaux arrivants sont africains, presque la moitié en 2020. Conclusion, si on prend en compte la première, la deuxième et la troisième génération, l'immigration extra-européenne, donc celle qui inquiète le plus l'extrême droite, concerne 16% de la population française. Ce qui fait donc que 84% de la population est soit européenne, soit de souche. Sauf que, vous vous en doutez, assigner à un enfant l'origine d'uniquement un de ses deux parents ou l'un de ses 4 grands-parents, eh bien ça pose un problème. Il faut garder en tête que parmi ces 16% de la population, il y a de nombreux métis. D'ailleurs, le métissage continue. Aujourd'hui, 2/3 des enfants d'immigrés en couple le sont avec un conjoint de souche, donc ni immigré ni enfant d'immigré. Bon, ça c'est pour aujourd'hui. Mais qu'en est-il du futur? Eh bien dans le futur, la proportion de personnes liées à l'immigration extra-européenne va augmenter, et ce pour 4 raisons principales.
Premièrement, les personnes liées à l'immigration extra-européenne étant en moyenne plus jeunes, leur pourcentage dans la population va s'accroître avec le temps. Deuxièmement, de plus en plus de personnes non immigrées quittent la France, le plus souvent pour des études ou du travail. Ceux qui y reviennent sont moins nombreux. Troisièmement, il y aura chaque année de nouveaux immigrés extra-européens qui vont venir dans notre pays. Et il est très difficile d'estimer ce nombre, parce qu'il va dépendre de la politique d'immigration qu'on choisit d'appliquer, mais aussi de nombreux événements extérieurs. Les guerres, les crises économiques et les catastrophes naturelles sont 3 exemples d'événements qu'il est impossible de prévoir, mais qui vont fortement modifier le nombre de nouveaux immigrés dans le futur. Pour finir, il y a la fécondité des immigrés qui est assez haute, alors que celle des Françaises est plus basse. Par exemple, en 2019, 28% des bébés qui sont nés en France ont au moins un parent issu de l'immigration de première génération extra-européenne. Cependant, la transition démographique progresse ultra rapidement dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. Le nombre d'enfants par femme sur ces territoires se rapproche de plus en plus de celui de la France. Quelque chose de très important à comprendre aussi, c'est que ces naissances sont inéluctables. Même si on pratique l'immigration zéro pendant 30 ans, la France de 2050 sera beaucoup plus métissée que la France d'aujourd'hui. Alors, est-ce pour autant que la France sera à moitié musulmane en 2050, comme le dit Éric Zemmour? Eh bien, on estime qu'en 2016, il y avait 8,8% de musulmans en France, et le pourcentage qu'ils seront en 2050 dépend évidemment de la politique d'immigration qu'on choisit d'appliquer. Selon les projections pour 2050 du PEW Research Center, si la France fait le choix d'une immigration zéro, elle comptera 12,7% de musulmans dans 30 ans. Et si au contraire, elle poursuit sa trajectoire migratoire en accueillant 790 000 migrants chaque année, alors en 2050, ce sera 18% des habitants qui seront musulmans. Après, ces estimations ont de grandes chances d'être exagérées, et ce, pour 2 raisons. Premièrement, le PEW ne prend que très peu en compte le fait qu'il y a un tas de musulmans qui vont sortir de l'islam au cours de leur vie. Deuxièmement, le PEW retient une fécondité des femmes musulmanes plus élevée que celle qu'on observe aujourd'hui, et il imagine qu'elle diminuera très peu durant les 30 prochaines années. Or, on sait que le nombre d'enfants par femme chez les immigrés de 2e génération est équivalent au nombre d'enfants par femme dans la population native. Bref, pour vous résumer tout ça, on ne peut pas savoir exactement quel sera le pourcentage de musulmans en 2050. Ça va notamment dépendre de la politique d'immigration et des diverses crises que nous vivrons, qu'elles soient financières, sanitaires, climatiques ou autres. Par contre, on peut affirmer avec certitude que l'idée d'une France à moitié musulmane en 2050 n'a aucune base tangible. Les principaux arguments de la thèse du grand remplacement, qu'ils soient démographiques ou culturels, sont réfutés par la quasi-totalité des spécialistes, qui récusent autant la méthode dont elle émane que la logique qui la sous-tend. Maintenant qu'on sait que le grand remplacement n'est pas une thèse solide sur l'avenir de la démographie en France, on peut quand même se demander si, de manière générale, les migrants ont plutôt un impact positif ou négatif sur les sociétés qui les accueillent. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas lu assez d'études ou de livres sur le sujet pour me positionner de manière sérieuse. Par contre, il y a une chose dont je suis certain, c'est que toute la migration humaine est négative du moment qu'elle se fait sous la contrainte. Parce qu'il faut bien comprendre que si les gens quittent leur pays, ce n'est généralement pas parce qu'ils en ont envie. S'ils quittent leur pays, c'est souvent qu'ils sont obligés de le faire. Parce que chez eux, c'est la guerre, qu'il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, plus de travail, etc., etc. En bref, si les gens quittent leur pays, c'est très souvent parce que les conditions de la vie sur leur territoire ne sont plus soutenables pour eux et leur famille, et non par choix. Savoir ça, ça me rend très inquiet pour le futur, parce que les causes de migration non choisies dont je viens de parler ne vont faire que s'accentuer au cours des prochaines décennies. Effectivement, il est prévu que durant les années à venir, des régions fertiles se transforment en déserts, que le nombre de catastrophes naturelles se voit multiplié par 3, que certaines terres deviennent non cultivables, que le manque d'eau que connaissent déjà certains pays explose, etc., etc. À cause de quoi ? Eh bien, à cause du non-respect des limites planétaires, du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. L'ONU prévoit qu'il y aura plus de 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050 et appelle à une gouvernance mondiale et solidaire. Si en plus de ça on ajoute les migrations dues aux problèmes énergétiques et aux conflits atteints aux droits de l'homme, certaines estimations arrivent à plus d'1 milliard de migrants en 2050. Bref, le constat est clair. La crise migratoire sera encore plus aiguë en 2050 qu'aujourd'hui. Et si elle n'est pas anticipée et préparée avec attention, elle risque d'accroître les tensions et les conflits à travers le monde. Dans une telle situation, je doute très fortement que construire des murs et renforcer les frontières soit la meilleure option. Quand les gens n'ont plus de quoi vivre dans leur pays, quand ils voient leur famille et leur entourage mourir petit à petit, que vont-ils faire? Ces gens-là n'auront rien à perdre. Vous pensez que c'est des murs qui vont les arrêter?
Renforcer les frontières n'empêchera pas les gens de traverser. Ça ne fera que renforcer les mafias de passeurs, tout en rendant la migration extrêmement dangereuse. Renforcer les frontières, c'est s'attaquer à un symptôme plutôt qu'à la cause du problème. Rien que de capturer les migrants clandestins demanderait des milliers de personnes, et une fois qu'on les aurait capturés, il faudrait créer toute une infrastructure pour ramener ces gens chez eux. Imaginez le nombre de trains et de bateaux que ça demanderait. Ce que je veux dire, c'est que même si l'objectif est d'avoir le moins possible de migrants en France, le programme de Zemmour ne sera pas le plus efficace, parce qu'il repose sur des moyens qui ne pourront jamais se mettre en œuvre. Nous ne pouvons rien faire contre la volonté qu'ont les gens de vivre. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter à la situation. Gaston Defferre, qui était un homme politique français et un résistant face aux nazis, disait d'ailleurs que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient tout le monde contre eux. La Gestapo, la milice française, la SS, la garde civile franquiste, et que pourtant ils arrivaient quand même à passer. Bref, les migrants, il ne faut pas les arrêter aux frontières ou construire des murs. Il faut tout faire pour qu'ils n'aient pas besoin de quitter leur pays. Il faut tout faire pour leur créer des conditions de vie suffisantes, notamment en limitant au maximum le réchauffement climatique. Pourtant, lorsqu'on compare les programmes des candidats par rapport aux objectifs climatiques de la France, on se rend compte que les 4 personnes qui parlent le plus d'immigration, que sont Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, sont les 4 mêmes pires programmes face aux enjeux climatiques. Un joli paradoxe que voilà. Alors évidemment, beaucoup s'insurgent contre cette thèse du grand remplacement, tant elle leur semble déconnectée du réel, et raciste et xénophobe. Mais moi, en tant que passionné du futur, il y a un point qui me gêne encore plus que le grand remplacement. Analyse 2. La grandeur passée. Éric Zemmour idolâtre la France. La grande France, monsieur. La grande France d'aujourd'hui? Non. La grande France d'hier. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance? Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit? Vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres? Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine, le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. Mais Zemmour n'a pas seulement un amour du passé, non. Il a aussi une détestation du présent. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal, et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Zemmour est donc nostalgique de la France d'avant, celle des années 60 et de la télévision en noir et blanc, celle des hommes qui fument des pipes et des femmes qui font la cuisine, celle du plein emploi et de la méritocratie républicaine. Mais il est aussi nostalgique d'une France plus vieille, celle de Louis XIV et de Napoléon, celle des grandes conquêtes et des idées nouvelles, celle de la grandeur et de l'influence. Je suis même doublement nostalgique et réactionnaire. J'en étais sûr. De mon enfance d'abord, puisque je raconte dans l'introduction mon enfance dans les années 60, ce temps que j'estime béni, une espèce de parenthèse où on avait à la fois le bonheur collectif, matériel et une idée de la grandeur française grâce au général de Gaulle. La deuxième chose, c'est évidemment celui de la puissance française et de la grandeur française, c'est-à-dire sous l'empire de Napoléon ou sous Louis XIV. Ah, cette France, la grande France. Il l'a décrit comme composé d'individus droits, faisant des découvertes et des grandes choses. Malheureusement, il parle d'une France qui n'existe pas. Le problème, c'est qu'il prend une partie du tout pour le tout, et qu'il le fait autant pour le présent que pour le passé. Le passé de la France n'était pas fait que de grands personnages. Il y avait aussi un peuple qui travaillait sans relâche, en luttant éperdument pour sa survie, en essayant d'avancer tant bien que mal entre les guerres, les famines et l'épuisement. Tout comme le présent n'est pas fait que de grands méchants étrangers qui veulent nous tuer à tous les coins de rue, la France d'aujourd'hui forme parmi les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Elle est à la pointe dans la fusion nucléaire, le confort n'a jamais été aussi élevé et chaque jour de nouvelles découvertes se font. Il instrumentalise l'histoire pour aller dans son sens, il glorifie une période en créant un imaginaire. Mais cet imaginaire porte bien son nom. Il est imaginaire. Cette France n'a jamais existé, tout comme la France d'aujourd'hui qu'il décrit n'existe pas. L'être humain a toujours eu une tendance naturelle pour se souvenir des bonnes choses du passé et les mauvaises choses du futur. Il est intéressant de voir à quel point son annonce à la présidentielle ne contient absolument aucun chiffre. Tout se base sur des émotions et sur les sentiments. Éric Zemmour voit la France comme un pays décadent, un pays en train de mourir et où il est difficile de vivre.
Ils utilisent des parcelles de réalité pour faire croire que cela représente la réalité. En l'écoutant, on a l'impression que le passé de la France n'était fait que de grands hommes qui ont changé la face du monde, et que son présent n'est fait que de violence et d'agression. Il va même jusqu'à dire que la France n'est plus la France. Mais de quelle France parle-t-on? La France est-elle un territoire composé de Français de souche, voué à ne pas bouger et à ne supporter aucune forme d'évolution? Il se passe ce qu'il s'est toujours passé. L'histoire se répète. Il n'y a quasiment jamais eu aucun mouvement social qui ne s'est pas accompagné d'un groupe de conservateurs qui se sont insurgés contre ces mêmes mouvements. C'est ce qui s'est passé pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, pour l'abolition de l'esclavage, pour les 35 heures par semaine, etc., etc. Pour que la France reste la France, et que les Français restent Français. Mais qu'est-ce que la France? Et qu'est-ce que les Français? La France n'a-t-elle jamais évolué? La France ne s'est-elle jamais nourrie d'autres cultures? Les Celtes, les Romains, les Francs, les Algériens, même les plus grands penseurs français se sont inspirés d'idées venant de penseurs étrangers. À force de voir un clash de civilisations qui n'existe pas, on risque de le créer. Si nous voulons diminuer l'ethnocentrisme, peut-être faudra-t-il discuter avec ces gens, peut-être faudrait-il devenir amis avec eux, plutôt que de les porter coupables de tous les maux de la société. Notre vision du monde est toujours plus pauvre sans celle des autres. Si vous voyez de la décadence partout et que vous croyez que c'était mieux avant, ce n'est pas que le monde est en déclin, c'est que vous êtes en déclin. Comme le disait Saint-Exupéry, le monde a la beauté du regard que l'on pose sur lui. Alors oui, la France a perdu de son importance géopolitique, mais ce n'est pas en retournant dans le passé qu'elle va le retrouver, c'est en imaginant son futur. Même en expulsant tous les étrangers des 60 dernières années, la France qu'il a connue, la France que vous avez peut-être connue vous-même, n'existera plus. Pour l'instant, nous ne sommes pas capables de retourner dans le passé. Alors en attendant, les seules choses qui nous restent à faire, c'est d'imaginer notre futur et d'améliorer notre présent. C'est justement parce que la France ne s'est pas adaptée assez vite qu'elle est restée sur ses acquis et qu'elle en est ici aujourd'hui. Si nous voulons que la France devienne une grande puissance face aux États-Unis et à la Chine, c'est l'informatique et la résilience qu'il faut enseigner à l'école, pas le grec et le latin. Je rajouterais qu'il faut faire attention à ce que les intérêts de la grandeur de la nation n'aillent pas à l'encontre des intérêts des gens qui la composent. Je ne pense pas que crever par milliers dans des guerres pour que le territoire national grandisse ou faire un burn-out pour que la France ait un plus gros PIB soit une bonne trajectoire. Je le répète, nous ne pourrons jamais retourner dans le passé. Les seules choses que nous pouvons faire, c'est imaginer notre futur et améliorer notre présent. Alors arrêtez d'écrire des commentaires en vous plaignant de la médiocrité ambiante et devenez vous-même des acteurs de ce monde en perpétuelle évolution. Ce n'est pas en pleurnichant à longueur de journée et en regrettant un passé qui n'a jamais existé que vous allez faire en sorte que la France puisse être fière d'elle-même. La France n'a pas besoin de râleurs et de nostalgiques, la France a besoin d'inventeurs, de chercheurs, de bâtisseurs, d'auteurs et d'entrepreneurs. Alors, dans ce monde où de plus en plus de gens ont peur de l'avenir, autorisons-nous à rêver, recréons des utopies et donnons-nous les moyens de les réaliser. Ainsi, nous ferons partie de ceux créant une meilleure humanité. Bon, ici, j'ai utilisé Éric Zemmour pour prétexte pour parler du grand remplacement et de la nostalgie. Mais je tiens quand même à préciser que les critiques que j'ai faites dans cette vidéo sont également applicables à d'autres candidats de droite, comme Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou Nicolas Dupont-Aignan. Alors, en voyant tout ça, on pourrait avoir peur, très peur même. Parce que si on regarde les sondages les plus récents, on arrive au résultat que plus de 40% des Français veulent voter pour l'un de ces 4 candidats au premier tour. Et effectivement, quand on voit qu'autant de personnes croient en de choses fausses, qui ont été démontées par la science, il me semble légitime de poser des questions sur la façon dont sont traités ces sujets. Par exemple, peut-être qu'il faudrait arrêter de présenter les résultats scientifiques comme une opinion parmi tant d'autres, qui équivaut à ce que dit tonton Gérard quand il est bourré, et la présenter plutôt comme une méthode qui, malgré ses nombreux défauts, permet d'aboutir à des résultats solides, sérieux et consensuels. Par contre, est-ce que si l'un de ces candidats arrive au pouvoir, ce serait une catastrophe? Est-ce qu'on se retrouverait avec un état fasciste qui renverrait tous les migrants chez eux? Eh bien, pas forcément. Peut-être que ça ne changerait pas grand-chose par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que le président n'est pas un roi. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, et donc bien des mesures présentes dans son programme ne pourraient être appliquées. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi, je vous conseille d'aller jeter un œil au travail de Morgane Aubéenne. Morgane Aubéenne, c'est une étudiante en droit et en économie qui a récemment lancé une chaîne YouTube pour déconstruire un maximum de biais politiques, tout en nous donnant des conseils pour nous aider à nous faire un choix pertinent dans les prochaines élections. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à la suivre, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Aussi, si ça vous intéresse, j'ai récemment enregistré un épisode de podcast avec elle, qui est également disponible en vidéo. Dans l'épisode, on parle du réel pouvoir qu'aura le prochain président, de l'arnaque de l'abstention militante, ou même de la révolution démocratique. Si vous voulez savoir tout ça, vous avez juste à cliquer ici.